beaucoup, Monsieur le Ministre, cher Adrien. Bonjour à toutes et à tous, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur de l'habitat partagé, du handicap et du grand âge. Bon, d'abord, je veux évidemment remercier très sincèrement Adrien Taquet et son think tank Autonomie et Habitat pour l'organisation de ce temps, de cette journée de rencontre qui est très importante pour le thème qu'elle porte et aussi pour les propositions, j'espère qu'elle pourra formuler. Notre objectif sur votre champ, c'est bien de pouvoir avancer, aller plus loin et surtout de repérer les blocages qu'il faut parvenir à lever. Donc vraiment grand merci à toi Adrien de l'organisation de cette réunion et bienvenue effectivement au ministère, aux ministères sociaux. Alors je suis vraiment désolée parce que j'avais prévu de passer un peu plus de temps avec vous cet après-midi, mais l'agenda étant ce qu'il est, je dois être à 15h dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce qui va raccourcir considérablement mon temps disponible avec vous, mais évidemment j'ai vraiment à cœur de suivre vos travaux et de continuer mes échanges et discussions avec Adrien et avec votre think tank que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer pour partie de ses membres. Donc merci encore pour ce temps. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ces dernières années, de nouvelles formes d'habitat ont émergé, notamment avec le soutien de la CNSA, grâce aussi à l'imagination, à l'énergie des porteurs de projets que vous êtes, que pour beaucoup d'entre vous, avec des projets très divers, des formes d'habitat inclusif, des colocations mixtes, des co-living, de nombreux porteurs de projets qui ont pu expérimenter différentes formes, co-construire de nouvelles formes d'habitat et qui ont tout en commun de replacer l'humain au cœur de la solution d'habitat et c'est bien ça ici notre enjeu. Je sais aussi que de nombreuses startups issues du monde des nouvelles technologies et de l'IA innovent aussi au quotidien au service de l'habitat inclusif, avec par exemple des solutions de communication pour les personnes non verbales, des solutions de domotique aussi pour favoriser l'autonomie. Et donc nous avons besoin, plus que jamais, compte tenu à la fois des besoins et des promesses d'engagement et d'émancipation des personnes en situation de handicap, mais aussi compte tenu du virage et de l'évolution démographique de notre population et des besoins liés à l'autonomie, de constituer une véritable filière économique, handicap et autonomie, qui mettra l'innovation au service de l'inclusion et du bien vieillir. Et donc c'est tout l'enjeu de la feuille de route qui est actuellement travaillée par Bercy pour renforcer tout le soutien des pouvoirs publics à cette filière d'avenir qui, je crois, doit vraiment croiser handicap et autonomie grand âge et permettre de lever tous les freins aux innovations, les encourager et les aider à passer à l'échelle, comme le dit l'expression, et notamment aussi à passer les échelles interministérielles. Nous avons des gisements d'innovation importants et nous devons les évaluer, les encourager, et c'est vraiment ce que souhaite faire le gouvernement, et c'est tout l'intérêt, comme je le disais, de votre colloque, de permettre d'identifier ce que nous devons faire pour cela et comment lever les blocages. Je voulais aussi saluer vos initiatives et vos innovations qui contribuent à faire de la France une société plus inclusive, qui permet à chacun de se sentir chez soi et qui permet d'être respecté dans sa dignité, mais aussi de pouvoir appliquer pleinement ses droits. L'habitat partagé n'est pas qu'une innovation sociale, c'est vraiment une transformation profonde de notre rapport à la personne accompagnée, qu'elle soit en situation de handicap ou âgée. C'est s'adapter aux projets de chacun et construire un collectif composé d'habitants et pas seulement de résidents ou encore moins de patients. C'est redonner à chacun le pouvoir d'agir et de commencer à cela à travers le logement. Et je pense en particulier aux jeunes en situation de handicap et parfois avec des handicaps très lourds qui revendiquent ce droit à leur logement, à quitter le domicile parental, à vivre leur vie et leurs projets. Et c'est aussi ça la promesse que nous devons pouvoir tenir.
Les résultats dans tous les habitats partagés que j'ai pu visiter sont bien là. Les résidents et les professionnels, ils sont heureux, les aidants, ils sont soulagés, des liens quasi familiaux continuent de se tisser chaque jour. Et donc cette innovation sociale et technologique au service d'un habitat qui préserve l'autonomie de chacun, c'est aussi tout le défi pour répondre au vieillissement de la population. Vous connaissez les chiffres. En 2050, nous savons que notre pays comptera 700 000 seniors supplémentaires en perte d'autonomie, donc c'est un défi majeur, défi de ce pic démographique, et donc aucun senior ne doit se trouver sans solution adaptée. Nous avons à cœur de travailler à la prospective de cet enjeu, et j'ai lancé des travaux de prospection, de prospective et de projection auprès des ARS à mener avec les départements et avec les acteurs de terrain pour pouvoir définir par département quels vont être les besoins, comment nous souhaitons y répondre et construire cette vision partagée sur les départements des solutions à mettre en place. Et nous savons que parmi ces solutions, évidemment, l'habitat va tenir une place majeure. Il s'agira de pouvoir organiser l'accompagnement le plus adapté en fonction de l'habitat, et qu'au sein de ces types d'habitats, évidemment, chacun souhaite pouvoir vivre et vieillir le plus longtemps chez soi, mais il faut aussi que le chez-soi puisse à un moment donné être un logement qui soit plus adapté, qui corresponde mieux aux besoins de vie de la personne. Et c'est pourquoi nous voulons entamer et accélérer aussi cette nouvelle offre de logement. C'est pourquoi nous l'avons prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est maintenant une loi pour 2026, avec la volonté de créer 10 000 solutions nouvelles d'habitat partagé dès cette année. L'habitat partagé, pour nous, est vraiment une forme de chez-soi qui s'inscrit dans le prolongement du virage domiciliaire et qui permet de répondre à certaines problématiques, à certains inconvénients, évidemment, sur la question de l'adaptation du logement, mais aussi sur la charge que ça peut représenter parfois d'entretien pour les personnes et de charges aussi financières, mais également de façon un peu plus locale, territoriale, prendre en compte aussi que si on veut pouvoir bien accompagner les personnes, nous allons avoir besoin que ces logements, son logement, soit bien au cœur des villes, au cœur des villages, à proximité de l'offre de soins, à proximité des services, à proximité aussi de l'offre d'aide à domicile. Il y a un moment où nos aides à domicile doivent pouvoir aussi trouver des formes d'organisation de travail qui soient plus efficaces si on veut pouvoir répondre à cet enjeu. Ça fait partie aussi de nos réflexions et de nos préoccupations. Vous savez qu'en 2025, nous avons lancé un fonds pérenne de mobilité des aides à domicile qui doit permettre davantage d'équipements et de solutions de mobilité plus confortables, qui améliorent les conditions de travail, qui améliorent la sécurité et qui doivent permettre à ces aides à domicile également d'échanger sur leurs pratiques. Donc, d'un côté, nous organisons et nous améliorons les conditions de travail de ces aides à domicile, mais de l'autre, il nous faut aussi vraiment penser à travers l'habitat partagé ou d'autres formes d'habitat de ce type à une forme d'optimisation des moyens, d'organisation des moyens sur un territoire. Et évidemment, nous poursuivons ces travaux cette année avec la réforme des services d'aide à domicile. C'est vraiment cette logique, bien organiser l'accompagnement dans le lieu de vie, quel que soit ce lieu de vie, qui doit être le fil conducteur de nos réflexions sur l'accompagnement dans les années à venir. Nous avons aussi de nombreux défis encore devant nous qui vont nécessiter une forte mobilisation de tous pour cette société inclusive et cette société du bien vieillir. Nous savons que nous allons devoir emmener aussi les bailleurs sociaux. Le parc social doit être en première ligne, évidemment,
s'agissant de la prévention du vieillissement de la population, de manière là aussi à pouvoir soutenir le développement de services d'aide à domicile intégrés, de résidences sociales et de services pour les seniors au sein des futures constructions des logements sociaux. On ne peut pas penser logement social sans intégrer les dimensions d'inclusion et de vieillissement de la population. Et donc poursuivre l'engagement de l'action collective au sein du parc privé également, avec l'amélioration de la visibilité de certains dispositifs. Je pense notamment à MaPrimeAdapt', qui, on le constate, souffre encore un peu de déficit de notoriété auprès de nos concitoyens. Et donc là aussi, il nous faut trouver les moyens de lever certains freins au recours à ces aides. Et pour conclure sur les enjeux que nous entrevoyons pour répondre à tous ces besoins, c'est évidemment la question de l'exploitation pleine et entière du potentiel des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Nous voyons bien ces gisements d'innovation qui sont vraiment des outils pour à la fois préserver l'autonomie, mais aussi pour baisser les besoins liés à celle-ci. Nous savons qu'il y a encore énormément à faire pour pouvoir donner la pleine dimension de ces innovations et faire en sorte que nos concitoyens puissent en bénéficier, faire le lien entre l'humain et le soin. L'innovation doit être là aussi complètement liée avec l'habitat, de manière à rendre service à nos concitoyens. Et là aussi, on le voit, il y a à organiser, encore une fois, cette filière de l'innovation, de l'intelligence artificielle et de toutes les solutions technologiques qui s'offrent à nous pour répondre à ces enjeux d'inclusion et de vieillissement de la population. Et donc là encore, ça sera pour nous des axes de travail extrêmement prioritaires et importants. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Vous dire que donc votre colloque il s'inscrit en cohérence avec les réflexions qui sont celles du gouvernement, avec aussi les trajectoires qui sont posées dans le budget, comme je l'ai dit, de la sécurité sociale. Et donc vraiment, merci à vous de poursuivre cette réflexion et de l'enrichir et de nous aider à pouvoir aller plus loin dans la relève de ces nombreux défis. Et bons travaux à vous cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à toi. Madame la ministre, merci beaucoup. Bon courage pour l'Assemblée nationale cet après-midi. On vous remercie une fois encore pour votre présence. Et puis, comme nous avons pu lire que vous alliez bientôt quitter ce ministère, je voulais en profiter quand même pour vous dire qu'on était, je pense, assez nombreux à regretter que vous quittiez votre poste. Et donc, vous remercier pour les travaux que vous avez menés pendant ces quasi 2 années. Vous avez lancé un certain nombre de chantiers que vous aviez égrenés à ce micro. Vous avez été tenace sur un certain nombre d'autres importants. Je pense notamment à la question du remboursement des fauteuils, un projet annoncé par le président de la République il y a quelques années. Donc, merci beaucoup à vous et en espérant continuer à travailler avec vous sur ces sujets dans d'autres cadres. Merci. Voilà, nous allons laisser Madame la ministre partir. Merci. Voilà, très brièvement, car le temps nous est compté. L'après-midi est dense. Vous remercier une fois encore pour votre présence. Peut-être en 2 mots, très rapidement, vous expliquer un petit peu la genèse de ce think tank autonomie et habitat et remettre peut-être un peu en perspective le colloque de cet après-midi, même si la ministre vient de le faire très largement. Alors, pourquoi on a monté ce think tank autonomie et habitat ? Il y a 2-3 ans, on avait des discussions comme ça un peu à bâton rompu avec Filippo Monteleone qui se trouve ici, qui dirige une société qui s'appelle Kerit, qui accompagne le secteur sanitaire, médico-social, social sur ses projets immobiliers, notamment sur les réflexions sur la transformation et l'innovation. Il y a 2-3 ans, on se disait, de façon un petit peu présomptueuse et prétentieuse, qu'on trouvait qu'il y avait assez peu, il y en a, je pense à la CNSA notamment, et puis vous en êtes des acteurs très concrets pour la plupart dans cette salle, mais qu'il y avait assez peu de lieux de réflexion autour de l'émergence de
de la question de l'habitat et de l'émergence de toutes ces formes nouvelles d'habitat dit intermédiaire, qui est le terme un peu générique. Assez peu de lieux de réflexion et de débat sur cette thématique-là, alors même que nous faisons face à un certain nombre de mouvements sociétaux de fond assez majeurs. La ministre vient d'en évoquer quelques-uns. La transition démographique, évidemment, la question de la transformation de l'offre. Par ailleurs, la promesse de la société inclusive, le virage domiciliaire, avec effectivement un certain nombre de nos concitoyens qui veulent désormais vieillir et mourir chez eux, et puis l'émergence d'un certain nombre de formes nouvelles, innovantes d'habitat. Et assez peu de réflexion, et avec un certain nombre de difficultés déjà naissantes, voire de risques qui pouvaient émerger. Difficultés sur des modèles économiques, dans certains cas, difficultés également liées au prix du foncier, notamment sur le fait qu'au nom d'une société inclusive, on pouvait se retrouver à avoir des habitats nouveaux qui commençaient à s'éloigner du centre-ville pour pouvoir être abordables et finançables. Et donc, au nom d'une promesse inclusive, on risquait d'arriver et d'aboutir à des solutions contre-productives. Et donc, c'est un peu la raison pour laquelle, avec Philippot, on a décidé de monter ce think tank Autonomie et Habitat, autour d'une ambition, tout d'abord, qui part des personnes. Cette ambition, c'est d'essayer de réhabiliter un droit à habiter. Car en réalité, progressivement, ce droit à habiter, pensons-nous, s'est effacé tout doucement derrière le droit à être soigné, qui est très très important, le droit à être accompagné, qui est tout aussi important, mais ce droit à habiter a eu tendance à s'effacer, et chaque personne a eu tendance à s'effacer derrière son statut de patient ou de personnes accompagnées. Or, notre ambition, c'est de réhabiliter ce droit à habiter, qui est le même pour chacun d'entre nous et qui doit être également le même pour les personnes, qu'elles soient en situation de handicap, qu'elles soient âgées dépendantes, ou qu'elles soient aussi un enfant protégé. Car vous allez voir qu'on s'intéresse aussi à la question de la protection de l'enfance. Ça, c'est notre ambition. Et avec une question fondamentale, qui est, et à laquelle on essaye de répondre, qu'est-ce que c'est que de se sentir chez soi ? Cette notion du chez-soi, qu'est-ce qu'elle implique ? Quelles sont les garanties que l'on doit mettre en œuvre pour que vous puissiez véritablement vous sentir chez soi, chez vous ? Que vous soyez dans un établissement, où il est possible que vous vous sentiez véritablement chez soi, dans le respect de vos choix et de vos droits. Que vous soyez chez vous, parce que ce n'est pas parce que vous êtes chez vous, ou que vous vivez chez vos parents, que vous vous sentez véritablement chez vous. Ce n'est pas forcément induit. Ou que vous soyez dans une de ces formes d'habitat intermédiaire qui fleurissent depuis un certain nombre d'années. Et cette question de qu'est-ce que c'est se sentir chez soi, elle vaut une fois encore, que vous soyez en établissement chez vous dans des habitats intermédiaires, que vous soyez une personne en situation de handicap, que vous soyez une personne âgée dépendante, ou, c'est peut-être un peu plus baroque, parce qu'autant les deux premiers secteurs ont tendance de plus en plus à se parler, mais que vous soyez aussi un enfant protégé. Parce que quand on réfléchit à la notion du chez-soi, alors j'ai un petit biais lié à mes activités passées, vous vous en doutez, mais je pense qu'aller chercher aussi du côté de la protection de l'enfance, ça peut avoir un sens, un intérêt, un écho. Et donc ce think tank, il réfléchit à cela, de l'établissement au domicile, en passant par le logement intermédiaire, en protection de l'enfance, dans le champ de handicap et dans le champ des personnes âgées dépendantes. Ça a été l'objet de la première table ronde qu'on a organisée l'année dernière, le sentiment d'être chez soi. Et nous avons voulu organiser ce deuxième colloque autour de la question de l'innovation. Parce que, et je suis bien placé pour le savoir aussi, ayant été aux affaires il y a quelques temps, j'ai toujours considéré qu'on prenait insuffisamment en compte la question de l'innovation, et en particulier l'innovation technologique, dans la construction des politiques publiques. Et donc il nous semblait intéressant, cet après-midi, de partager la question du rôle de l'innovation dans la question de l'autonomie et dans ce sentiment d'être, dans la construction de ce sentiment d'être chez soi. Innovation sociale, d'une part, et ça sera l'objet de la première table ronde, mais également innovation technologique, ça sera l'objet de la deuxième table ronde. Avec à chaque fois l'idée de valoriser ce qui se fait de bien, enfin ce qui se fait et ce qui se fait de bien, et c'est ce que vous présenteront les personnes qui participent à ces tables rondes, et puis surtout d'identifier quels sont les freins à l'essaimage, au passage à l'échelle, et donc quelles sont les solutions concrètes que vont nous proposer, nous partager les acteurs aujourd'hui pour essayer
d'assurer justement cet essaimage et ce passage à l'échelle. S'il y a des choses de bien qui se font, autant que le plus grand nombre en bénéficie. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ces réflexions et ces propositions, parce que c'est un peu ça le but de cet après-midi, c'est que nous en sortions avec une quinzaine de propositions très concrètes, que nous pourrons aller remettre aux autorités, et qui s'inscrivent dans la dynamique que la ministre a évoquée, qui est en cours et qu'elle a largement initiée, après que nous ayons réfléchi à l'idée de ce think tank, que ce soit dans le cadre du plan grand âge, qui devait sortir il y a quelques jours et qui finira par sortir, que ce soit dans le cadre de la préparation de la conférence nationale du handicap, qui aura lieu en juin prochain et sur lequel un groupe de travail est organisé autour de la question du handicap et de l'intelligence artificielle, et dans la suite des travaux du Conseil d'État de Denis Piveteau sur la question de l'habitat intermédiaire, des missions qui sont en cours à l'inspection, aux différentes inspections générales, la CNSA qui a remis un rapport sur le sujet, ou encore la Caisse des dépôts qui travaille sur la question d'une feuille de route, justement du déploiement de tous ces habitats intermédiaires. Voilà, donc de nombreuses dynamiques en cours, et nous, très modestement, très modestement, on vient s'inscrire là-dedans pour essayer de contribuer à notre juste mesure, quelques réflexions et quelques propositions pour rendre tout cela possible et que nous puissions collectivement répondre aux enjeux qui nous font face. Voilà un peu pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je vous remercie une fois encore de votre présence et j'appelle Clément qui nous fait la gentillesse d'animer cette première table ronde dédiée à l'innovation sociale. Bonjour à tous, donc je suis Clément Saint-Olive, je vais animer cette première table ronde. Je suis le cofondateur d'Alenvie, qui est porteur d'habitat partagé, mais pour cet après-midi, je vais surtout être dans mon rôle d'animateur et vous présenter et aborder les questions qu'a introduit Adrien. Donc, on a la première table ronde sur l'innovation sociale, voilà, c'est ça dont on va parler. Vous allez voir qu'en fait, l'innovation sociale au sein des habitats intermédiaires, des habitats inclusifs qui ont ouvert leurs portes depuis quelques années, ça marche. Donc la question n'est pas tant est-ce que ça marche, mais plutôt comment on va plus loin, comment on passe à l'échelle. À titre d'exemple, quand on parle d'habitat inclusif pour les personnes âgées, il y a aujourd'hui entre 10 à 15 000 places pour les personnes âgées dans l'habitat inclusif. Ingrid, tu me confirmeras ou pas ces chiffres, en comparaison à plus de 700 000 places quand on parle des places en résidence ou en EHPAD. Donc ça reste assez modeste aujourd'hui quand on prend le prisme de l'habitat pour les personnes âgées, et c'est à peu près, je pense, des proportions équivalentes dans le monde de la petite enfance, Jérôme nous en parlera, ou pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc aujourd'hui, on va écouter quelques acteurs de l'habitat inclusif. Il y a une grande diversité des acteurs quand on parle d'habitat intermédiaire ou habitat inclusif. Aujourd'hui, il y a des représentants du sujet des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de la petite enfance, et aussi du monde de l'immobilier, assez important pour développer le projet. On est assez nombreux ici dans cette table ronde, donc on aura peut-être un petit enjeu de timing. Il faudra qu'on arrive à être tous synthétiques quand on parlera des différents projets. Voilà, on a un peu moins d'1 heure et demie devant nous. On va d'abord faire un petit tour de table, parler des freins et des leviers comme Adrien en parlait, et puis après on vous laissera la parole au moins 20 minutes à la fin, donc vous pouvez garder et noter vos questions si vous en avez. On prendra un long temps avec le public à la fin. Ça vous va ? On commence par le petit tour de table. On va commencer par les porteurs d'habitat inclusif ou d'habitat intermédiaire. Jérôme, je voulais bien commencer par vous. Jérôme Aucordier, vous êtes le directeur de l'association Le Colibri. Vous développez, vous animez des lieux de vie, vous allez nous raconter. Je veux bien que vous expliquiez un peu ce que vous faites et en quoi c'est innovant. Bonjour à toutes et à tous, merci. Alors, je vais avoir effectivement la petite casquette protection d'enfance. Moi, j'ai la particularité, je ne sais pas si c'est totalement innovant, parce qu'on utilise la méthode Scout en protection d'enfance, donc c'est très très vieux. Ce qui est innovant, et ce qui existe depuis très longtemps, c'est d'utiliser des lieux de vie. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un mode d'accompagnement des enfants de la protection de l'enfance avec une unité de vie de 7 jusqu'à 7 et possibilité également de lieux de vie de 5. La particularité, c'est, alors nous, en l'occurrence, on accompagne les enfants à besoins multiples.
Et donc, on s'intègre dans un écosystème de protection de l'enfance pour accueillir ces enfants qui ont fait beaucoup de familles d'accueil, qui ont fait beaucoup d'établissements et où il faut trouver leur place. Et la place dans la question de la maison est une des réussites. Effectivement, c'est la question de... on arrive, on rentre à la maison. Et en fait... alors j'ai utilisé un des mots qui est utilisé en protection de l'enfance, des incasables. Et en fait, je dis souvent aux enfants, vous pouvez enlever ce nom-là parce que vous êtes chez vous, vous êtes arrivés. Et un des premiers lieux qu'on a, et une première action, c'est de créer de l'apaisement pour être chez soi. Voilà, c'est un premier élément. Merci beaucoup. On a aussi la chance d'accueillir l'association Fratrie avec Louis et Clotilde. Peut-être on peut commencer par toi, Louis. Qui es-tu et c'est quoi Fratrie ? Est-ce que Louis, tu veux te présenter ? Alors bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 25 ans, je suis en situation de handicap et je suis chez Fratrie. Qu'est-ce que c'est alors Fratrie ? Alors c'est une colocation avec 5 jeunes en situation de handicap et 5 jeunes normales. Et pourquoi tu es là-bas ? Pour être en coloc. Est-ce que, Louis, tu peux expliquer un petit peu à quoi ça ressemble la maison ? La colocation Fratrie à Colombes, on a nos espaces communs, salle à manger, cuisine et salle télé. Et ensuite, on a nos espaces privés, chambre et salle de bain. Et toi, tu sais dire pourquoi est-ce que tu aimes bien vivre chez Fratrie ? Est-ce qu'il te plaît ? Alors, ce que j'aime chez Fratrie, c'est justement pas que vivre avec des personnes en situation de handicap, et vivre avec des jeunes normales, car ça ouvre l'esprit. Est-ce que tu veux compléter, Clotilde, en quoi ce modèle Fratrie que Louis décrit très bien, en quoi c'est nouveau ? Oui, donc moi je suis animatrice de la vie sociale et partagée de cette colocation à Colombes. Et comme Louis l'a très bien expliqué, ce qui est vraiment innovant chez Fratrie, c'est le fait qu'il n'y ait pas de relation aidant-aidé entre ces colocs. Donc en effet, il y a des colocs avec handicap qui sont accompagnés et d'autres colocataires qui n'ont pas de handicap. Et ces personnes-là, elles viennent vivre tout simplement dans une colocation de jeunes actifs pour partager des moments ensemble. Mais il n'y a rien de plus. C'est pas un logement contre service, ils ne sont pas là pour faire un acte de charité et ils ne sont pas là parce que c'est un prix attrayant. Louis, comme ses colocs accompagnés, ils ont bien sûr un loyer qui est social grâce à des investisseurs solidaires. Mais nos colocataires sans handicap, ils payent un prix de marché pour se loger dans une belle maison à Colombes ou dans d'autres grandes villes de France. Parfait, merci beaucoup. Je me retourne vers vous, Séverine. Séverine, vous êtes la directrice des parcours résidentiels et d'innovation chez Immobilière Atlantique Aménagement. Vous êtes donc un acteur du logement social et vous portez des solutions de logement solidaire. Vous voulez bien nous raconter un petit peu ce que vous faites et en quoi c'est innovant et en quoi ça accompagne ce mouvement des logements intermédiaires ? Ça a l'air de fonctionner. Voilà, bonjour à tous. Donc, Immobilière Atlantique Aménagement, nous sommes un bailleur social implanté en Nouvelle-Aquitaine. On a 19 000 logements. Nous sommes une filiale du groupe 3F et d'Action Logement. On a fait le choix stratégique il y a un peu plus de 10 ans de nous pencher sur l'anticipation et de choisir en tout cas l'innovation comme levier d'anticipation et d'adapter 9% de notre parc, donc, avec un objectif à terme en 2025. Donc, je peux en parler avec beaucoup de recul puisque nous sommes en 2026. On a donc adapté 9% de notre parc
pour les publics âgés puis en situation de handicap à travers 2 labels dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et l'innovation, en fait, elle va au-delà du technique parce que finalement, ça, c'est notre métier, de construire et de gérer des logements. L'innovation, elle était plutôt dans la partie organisationnelle et sur la partie servicielle, où c'était assez nouveau pour un bailleur social d'imaginer des services et de nouer des partenariats avec les acteurs de nos territoires. Et donc, c'est en ça qu'on a aujourd'hui un fonctionnement au sein de notre organisme qui est vraiment axé sur ces publics, c'est-à-dire qu'on a, en fait, on a vraiment intégré dans la gestion courante de notre entreprise une équipe qui est complètement dédiée à ces publics, avec ce qu'on appelle chez nous des interlocutrices privilégiées, on n'a que des filles. Et donc qui peuvent du coup aujourd'hui apporter à ces publics, au-delà d'être dans des logements adaptés où ils peuvent évoluer et vivre plus longtemps en toute sécurité, toute la partie service et puis cette partie évidemment diagnostic par nos conseillères économiques et sociales et familiales. Voilà. Merci beaucoup. Vous travaillez avec Laure autour notamment d'un label qui est Cap Autonomie. Vous allez nous en dire un mot. Vous représentez Delphis, qui est un réseau d'acteurs de bailleurs sociaux. Vous voulez bien nous expliquer un petit peu et aussi comment vous portez l'innovation de votre côté, peut-être avec d'autres bailleurs sociaux? Oui, bonjour à tous. Donc Delphis, c'est une association de bailleurs sociaux. On travaille avec un réseau de près de 80 organismes HLM qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. On fait de la R&D pour le compte de ces bailleurs et on travaille notamment beaucoup dans le champ de l'autonomie. Donc Delphis a développé un premier label en 2005 qui s'appelle Habitat Senior Service et qui cherche à favoriser le bien vieillir des locataires seniors dans leur logement social. Ce label vise à venir en prévention, c'est-à-dire qu'on accompagne le vieillissement des personnes de façon à ce qu'elles puissent rester autonomes le plus longtemps possible chez elles. Et puis, avec Séverine, Immobilière Atlantique Aménagement, en 2018-2020, on s'est aperçu que le label Habitat Senior Service, il était très bien pour les locataires qui vieillissaient, mais qui ne répondait pas aux problématiques des locataires en situation de handicap, parce que le vieillissement et le handicap, ce sont 2 choses distinctes. Et donc, on a conçu et co-construit ensemble ce label Cap Autonomie, avec comme objectif vraiment de favoriser l'autonomie de la personne, c'est-à-dire qu'un locataire en situation de handicap puisse effectuer un certain nombre de démarches vis-à-vis de son bailleur seul. Voilà, on reviendra dessus tout à l'heure avec Séverine pour vous expliquer comment on a développé cette autonomie. Et puis aussi, le deuxième axe, c'est vraiment que le logement, c'est un facteur d'intégration dans la société. Et que nous, en tant qu'acteurs du logement social, eh bien, on souhaite agir dans ce sens-là et favoriser l'inclusion des personnes dans notre société à travers le logement. Merci beaucoup. Toujours dans l'immobilier, je me retourne vers vous, Delphine. Vous êtes directrice du pôle associatif et médico-social chez CDC Habitat. Vous êtes un des principaux acteurs du logement en France, à la fois dans le parc privé et social. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que vous faites sur le champ de l'habitat intermédiaire et comment vous arrivez à accompagner cette innovation? Oui, bonjour à tous. Donc, Delphine Pavie, je suis directrice du pôle résidence gérée de CDC Habitat. CDC Habitat, le premier bailleur de France, filiale de la Caisse à 100%. Et l'innovation est au cœur de nos préoccupations aussi, et dans cet esprit qui a été évoqué plus tôt, de répondre aux besoins des personnes. Et donc de partir du besoin. Alors on s'est dit, pour pouvoir innover, on part de ce besoin-là, mais on crée aussi les conditions pour pouvoir le faire au travers de la création d'une ligne métier, le GIE Génération, qui se dote des ressources, des experts pour vraiment analyser ces besoins et pouvoir les accompagner sous l'angle immobilier. Donc l'innovation et la principale innovation sur laquelle on a opéré, c'est les habitats partagés. Habitat partagé de personnes âgées, en partant, alors au travers de notre organisation qui est un GIE, on est un GIE qui est avec des adhérents qui sont de différentes sphères. On n'est pas juste des bailleurs sociaux, on a une partie de bailleurs sociaux, mais on a aussi des entités qui peuvent investir en libre.
Et l'originalité pour nous, ça a été d'aller tester des solutions d'habitat partagé qui ont été autorisées dans le cadre de la loi Elan et de pouvoir les développer en libre avec peut-être moins de freins que l'on rencontre dans la sphère sociale et pouvoir voir si ça fonctionnait avec des opérateurs aussi jeunes et conclure des partenariats avec ces opérateurs-là. Et aujourd'hui, à ce jour, en 4 ans, on a investi dans plus de 18 habitats partagés, ce qui représente à peu près 500 personnes accueillies dans ces habitats pour personnes âgées. Et notre enjeu demain, ça va être de pouvoir essaimer, mais on en parlera après, je pense. Merci beaucoup. Donc on a 3 acteurs du monde de l'immobilier. Et je n'ai pas terminé mon tour de table. Je te disais tout à l'heure, quand on parlait des opérateurs, on a parlé du Colibri, de Fratrie, et j'ai oublié de parler d'Alenvie, où je suis moi-même fondateur, et j'ai oublié de vous présenter Chantal. Chantal, tu travailles avec moi chez Alenvie. Excuse-moi, j'ai sauté ton tour. Alenvie, on est un acteur du médico-social, à la fois dans l'aide à domicile, dans la formation, et aussi porteur de projets habitat partagé pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ce qu'on fait et en quoi on innove ? En quoi on innove ? Donc moi je suis attachée à la coordination de 3 habitats partagés Alzheimer à l'Envie. Donc le format, c'est 3 maisons de 8 à 10 colocataires chacune, qui sont animées par des auxiliaires de vie le jour et la nuit. J'ai aussi une mission de formation, de montée en compétence des auxiliaires de vie, autant sur le terrain qu'au siège d'Alenvie de temps en temps, parce que c'est important justement pour faire comprendre. Une des innovations pour moi, ça a été aussi d'ouvrir le soin, le champ du soin, la façon de le voir. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour faire un soin d'hygiène fragmenté, après c'est le repas et tout ça. La montée en compétence, c'est que la personne se sente chez soi, c'est-à-dire qu'on travaille avec le faire avec. Chaque colocataire va pouvoir être actif dans la maison en fonction de ses capacités. Et donc c'est un accompagnement assez subtil pour lui montrer le laisser faire, mais tout en étant là. Et je peux vous dire qu'on a des réussites étonnantes. On a des gens, on a celle qui fait le repassage, celle qui vient balayer tous les jours à la même heure, celle qui... Enfin voilà, ils sont partie prenante dans la maison, ainsi que les familles qui ont leur rôle dans la maison. Et ça va au-delà, c'est un espace, ces habitats partagés pour moi sont une zone comment on dit, je regarde mon anti-sèche, de co-responsabilité pluridisciplinaire, parce qu'évidemment gravitent autour de nous énormément de professionnels du champ médico-social. Bien sûr, on a toute la sphère médico-sociale, les médecins, les infirmières, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, l'APA, la MDPH, on a les associations, les bénévoles, je vais en oublier, je vais fâcher des gens. Donc, on a aussi les médiathèques, tout ce qui fait sur le plan culturel du territoire intervient. J'ajoute même les commerces de proximité, parce qu'actuellement on a un primeur qui a tellement pris part à notre organisation, qui vient lui-même ranger les légumes et qui nous donne des idées. Voilà. Et tout ce monde-là va prendre une place très très importante pour l'équilibre de ces maisons. Sinon, ça ne peut pas fonctionner en chez-soi, parce que c'est vraiment l'intégration de la personne âgée donc dans la maison, mais aussi sur le territoire. Voilà, et c'est permettre évidemment innovant pour moi, qui est, en tant qu'infirmière, j'ai travaillé pendant 25 ans sur le territoire pour le domicile individuel. Et là, je trouve que c'est vraiment pouvoir prendre en charge les patients, rendre possible un maintien à domicile chez des personnes pour lesquelles ce n'était pas possible avant, et se projeter sur le long terme. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir ne pas avoir de limites, les prendre jusqu'au bout, pour ceux qui le souhaitent. Merci Chantal. On termine ce premier tour de table avec toi Ingrid. Ingrid, tu es la directrice de HAPI, c'est un acronyme comme Habitat, Accompagner, Partager et Insérer. Tu peux nous raconter un peu ce que vous faites et comment vous innovez, comment vous accompagnez ces innovations en tout cas. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, HAPI pour Habitat Accompagné, Partagé et Inséré, comme tu l'as dit Clément, en rapport évidemment en référence au rapport Pifto-Wolfram. Donc l'association HAPI, elle est assez jeune, elle est née fin 2021.
de l'initiative de 3 acteurs de taille et de nature différentes, qui sont la Caisse des dépôts et consignations, le groupe Caisse des dépôts, on pourrait dire, le réseau APA, qui est un réseau de porteurs de projets, environ 150 adhérents à ce jour, et puis la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Donc, on pourrait dire qu'en soi, l'association API est une innovation sociale parce qu'elle a un attelage un petit peu particulier. Et pour autant, ces 3 acteurs se sont retrouvés finalement sur des problématiques. À la base, il y a des valeurs communes. Ils avaient fait le constat sur le terrain qu'il y avait de plus en plus de besoins, évidemment, en habitat un petit peu différent que ce qui existait, d'habitat partagé. Ils ont fait le constat qu'il y avait beaucoup de territoires qui aimeraient développer ce genre d'habitat, mais qui n'avaient pas forcément la visibilité sur les différentes formes, ce qu'elles étaient, ce qu'elles n'étaient pas, ce qu'elles pouvaient apporter aux besoins de leurs habitants. Et puis qu'il y avait surtout aussi un besoin de communication. Adrien l'a dit en introduction, qu'il y avait finalement peu d'espace d'échange, de partage entre les différents acteurs, qu'ils soient notamment du logement, puisqu'on est sur du logement de droit commun, du logement, de l'autonomie, mais aussi du médico-social dans le cadre de la transformation, etc. Donc API se veut un petit peu comme une caisse de résonance entre tous ces acteurs, des espaces de dialogue. Et donc, pour ce faire, on s'est donné quatre grandes missions. La première, c'est un objectif assez large, qui est un rôle de promotion. Donc, participer à des événements comme ceux-ci, de participer à des événements aussi locaux sur les territoires, pour faire connaître ces formes d'habitat partagé. Et pour écouter, évidemment, en retour, les besoins des territoires. On a une deuxième mission qui est d'orienter les porteurs de projets vers les financeurs ou accompagnateurs potentiels, parce qu'on sait que quand on est un porteur de projet, c'est un petit peu le parcours du combattant pour monter son projet, ça prend du temps. On n'a pas forcément de la visibilité sur qui pourrait nous accompagner, qui pourrait nous soutenir financièrement. Donc on a un comité d'orientation qui se réunit tous les trimestres et on oriente les porteurs de projets vers ces structures. On ne décide pas, on ne finance pas, mais on joue ce rôle de mise en lien, d'orientation. On a une troisième mission qui est d'accompagner la montée en compétences des acteurs du territoire, donc qui est en lien avec la première mission de promotion, encore une fois, d'informer, de sensibiliser, de faire connaître ce qui se fait de bien, de disséminer un peu les bonnes pratiques des porteurs, parce qu'il y en a beaucoup, et avec plein de modèles et de montages différents. Donc ça, c'est notre troisième mission. Et puis la quatrième, qui finalement celle pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est de mesurer l'impact de ces habitats, donc à la fois l'impact social, donc je reparlerai tout à l'heure de l'expérimentation qu'on a menée en 2024, et puis là, on a lancé une étude d'impact territorial qui est en cours d'analyse et donc dont les résultats seront diffusés au printemps 2026. Donc voilà, mesurer l'impact au sens large. Tu peux déjà nous en dire quelques mots sur cette mesure d'impact ? Est-ce que ça marche ? Après, on rentrera tout à l'heure dans les freins et les leviers, mais déjà, qu'est-ce que, de votre point de vue, qu'est-ce qui marche bien ? Alors déjà, rappeler peut-être un petit peu le contexte de cette mesure d'impact, cette expérimentation qui a été menée donc en 2024. C'était la première du secteur à l'échelle nationale. L'objectif était double. L'objectif, c'était de faire en sorte que les porteurs de projets puissent mener leur propre démarche évaluative. Et nous, au niveau d'API, c'était de capitaliser pour justement donner à voir et montrer de façon collective quels étaient les effets positifs de ces habitats. Donc, dans cette aventure, se sont engagés avec nous 28 porteurs de projets qui représentaient 47 habitats pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, avec des handicaps variés. Des habitats en colocation, en groupe et en diffus, donc une hétérogénéité du panel pour montrer justement la diversité, donc répartis sur l'ensemble du territoire national, je l'ai dit. Donc, cette mesure d'impact, elle a permis d'explorer les 4 thématiques de l'habitat API. Donc la partie habitat, la partie accompagnement, la partie partage et la partie insertion. Donc pour chaque thématique,
on a élaboré des indicateurs et des sous-indicateurs, donc avec des effets supposés de ces habitats que la mesure d'impact est venue effectivement confirmer. On avait 3 cibles pour cette première mesure d'impact. Les habitants, bien entendu, sont les premières personnes concernées. Donc l'idée, c'était qu'ils s'expriment au maximum. On a eu presque 200 répondants, 194 pour être précise, qui ont répondu donc à ce questionnaire. Mais on a interrogé également leurs proches, avec presque 70 répondants, et les professionnels. Alors moi aussi, je mets E2LES parce qu'on a principalement des femmes. On a 148 professionnels qui ont répondu. On a fait un focus particulier sur les animatrices, coordinatrices dans les habitats, et puis les aides à domicile. Il y a d'autres professionnels qui ont répondu, mais on a fait un focus sur ces 2 professions-là. Et on a également mené des entretiens, 86, et des visites sur site. Alors, les principaux enseignements, effectivement, rapidement. Donc, d'après les habitants, sur la partie habitat, ce qui est très important, ce qui ressort vraiment, c'est qu'ils ont le sentiment de vivre dans un domicile ordinaire. Donc, on rejoint ce que disait Fratrie, avec les contraintes de la vie quotidienne. Voilà, ils ont vraiment l'impression d'être chez eux, d'avoir la liberté d'aller et de venir, de pouvoir choisir leurs horaires, leurs contraintes finalement, comme dans n'importe quel habitat. Je rebondis sur ce qu'Adrien disait au début, c'est se sentir chez soi. Ils ont la clé du logement et donc ils se sentent chez eux, libres de leur mouvement. Sur la partie accompagnement, en synthèse, ils disent que les soutiens vraiment qu'ils trouvent dans l'habitat et dans l'environnement proche de l'habitat contribuent à leur bien-être et permettent le maintien ou le développement pour certains habitants de leur autonomie. Donc là, on est vraiment dans le faire avec, dans ces habitats. On ne fait pas à la place d'eux, on fait avec. Et ça permet aux habitants, à titre individuel et à titre collectif, de retrouver une forme de liberté, d'autonomie. Sur la question du partage, on voit que le collectif est vraiment dans une dynamique de lien social, d'entraide et d'ouverture, ce qui permet aux habitants vraiment de se remettre en mouvement. Ils indiquent vraiment que le fait de se sentir en confiance dans cet habitat, le fait de partager des temps avec d'autres, de se sentir vraiment soutenu, ça leur redonne confiance et ça leur permet de se remettre en mouvement, de se remettre dans une dynamique. Et puis sur le 4e volet qui est l'insertion, on voit vraiment qu'ils s'approprient leur environnement. Vraiment, je rejoins le fait que ces habitats soient, ce que disait la ministre, soient vraiment intégrés dans leur environnement, proches des services, proches des lieux culturels, des lieux d'activités sportives. On voit que les habitants vraiment se les approprient et deviennent eux-mêmes acteurs dans ces différentes possibilités. Donc on voit que oui, ça marche, les effets positifs ont été confirmés et ils ont été confirmés aussi pour les proches qui parlent vraiment d'un mieux-être et d'une amélioration des relations avec la personne qu'ils accompagnent. On l'a évoqué, certains jeunes en situation de handicap étaient chez leurs parents depuis longtemps, donc on voit qu'il y a vraiment une reprise de la liberté et donc une amélioration des relations avec cette petite prise de distance. Et puis les professionnels qui sont vraiment convaincus de l'intérêt de ce type d'habitat, qui se sentent valorisés et reconnus et qui évoquent des conditions d'exercice vraiment très satisfaisantes du fait de cette proximité, du temps qu'elles peuvent passer avec les habitants, de prendre le temps de les connaître individuellement et collectivement. Voilà, en grosse synthèse que je peux vous en dire. Merci beaucoup Ingrid. On peut passer à partir de ces premiers résultats assez encourageants finalement, on peut passer un peu à l'inverse à ce qui bloque et ce qui permettrait de passer à l'échelle. Voilà finalement... Le titre de la table ronde, c'est « Peut-on durablement dépasser les modèles existants ?» pour aussi dire « Peut-on durablement compléter les modèles existants ?» Je ne sais pas si on y est encore. Il y a des choses qui marchent, des choses qui font que ça ne va pas assez vite, comme je le disais. Donc on peut refaire peut-être un tour de table, en recommençant par vous, Jérôme, si vous êtes d'accord. Avec votre point de vue depuis le Colibri, quels sont les blocages que vous rencontrez finalement, que ce soit au sein... d'un lieu de vie ou pour développer des lieux de vie et comment il faudrait les dépasser, tout simplement. Alors nous, on reste une petite association de protection de l'enfance. On a 19 lieux. On a dans 7 départements, je dirais pour dépasser les choses,
La première chose que je dirais, c'est appliquer la loi. Ce sera déjà la première des choses. Et donc, quand je dis ça, c'est qu'on est dans la protection de l'enfance, on est dans 100 départements avec une application de la loi différente. Donc déjà, on doit s'adapter un petit peu à une question qui soit économique, puisque à chaque fois que j'arrive dans un département, on me dit « j'ai pas de sous ». Bon, depuis qu'on est ouvert en 8 ans, vous n'avez toujours pas de sous. Par contre, on a une obligation, c'est de se dire comment on accompagne ces enfants et ces jeunes jusqu'à la sortie de placement, puisque nous, on a commencé avec des 11-15 ans, et aujourd'hui, on accueille entre 5 ans et 21 ans, avec un souci de se dire qu'on doit accueillir les enfants durablement. C'est-à-dire que 80% des enfants qu'on a chez nous n'ont plus de droit de dormir chez eux. Donc ça veut dire qu'ils vivent là, ils ont 5-6 ans, et donc ça veut dire qu'ils vont faire, pour la plupart qu'on a, 70%, ils vont passer toute leur jeunesse en protection de l'enfance. Et l'une des choses qu'on essaie de faire, c'est d'ouvrir ces maisons, parce que la place des bénévoles et de la société civile dans nos lieux permet un ancrage en fait dans nos territoires. C'est de se dire que ces enfants, c'est les enfants de tout le monde. Donc en fait, c'est comment en fait dans un écosystème, on arrive à développer le parrainage, ancrer un peu autour des mentors, des bénévoles dans les lieux de vie. Et une des particularités qu'on donnait tout à l'heure, c'est l'accès au logement. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on cherche un lieu, puisqu'on n'a pas d'argent, il est un peu difficile. On a été s'implanter dans le Nord, et dans le Nord, on a cherché un bien à acheter, et on s'est retrouvé plutôt sur l'ouest. Donc on est à côté d'Hazebrouck. Et j'ai rencontré un mécène, il m'a dit « Pourquoi vous n'êtes pas dans l'île, en fait ?» Parce que c'est trop cher. Et que globalement, si j'arrive avec un prix de journée qui explose tout, puisque c'est lié à ça, en fait, on ne pourra pas, on aura un nom et on n'ouvrira pas et on ne donnera pas cette question d'ancrer le jeune dans le territoire. Donc, déjà, on a une question liée à un prix de journée, donc de l'habitat, et donc cet accès qui est déjà une première problématique. La deuxième, c'est l'accès à l'application de la loi, parce que les enfants, on doit les accueillir. Il y a une très belle loi qui est sortie jusqu'à 21 ans. Il y a Cause majeure qui vient de sortir un constat qui dit en principe jusqu'à 21 ans, la moyenne c'est 19 ans et 10 mois d'application. À Colibri, c'est 18 ans et 6 mois la moyenne. C'est-à-dire qu'on prend les enfants les plus en difficulté et on a de moins en moins l'application de la loi pour les sortir. Donc il faut inventer quelque chose. Et effectivement, la question de pourquoi pas faire un peu sur la même façon que les collègues, de se dire comment on peut faire des colloques pour les jeunes de la protection de l'enfance. Donc on a, nous, je dirais déjà avant tout, une question de décloisonnement des institutions, parce que les jeunes porteurs de handicap sont en protection de l'enfance pour la plupart. Je crois que c'est 20% des enfants ayant une mesure MDPH en protection de l'enfance. Colibri, c'est 60%. Et aujourd'hui, des jeunes porteurs de handicap se retrouvent dans nos maisons parce que la porte est fermée pour ces jeunes-là. Et donc, en fait, il y a un moment donné, il va falloir qu'on arrive à décloisonner et trouver quelque chose qui nous permette d'investir dans ces enfants dans le demain, parce qu'on crée quand même quelque chose. Il y a un vivier de compétences et on le voit dans l'ancrage, ça fonctionne. Le deuxième, c'est que la question des lieux de vie, on a quelque chose qu'il faut garder, qu'il va falloir sanctuariser. Et on est content parce que depuis 2-3 ans, il y a un décret d'application sur le rythme du travail. C'est-à-dire que les collaborateurs chez nous travaillent 5 jours consécutifs et en 5 jours de repos. Ils se reposent quand même. Mais ça nous permet d'être dans de la continuité et de faire en sorte je me lève avec le même éducateur et le lendemain matin, il est encore là, etc. Et donc, dans cette notion d'être et d'être en lien, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde bien. Alors, il y a ça chez nous, il y a ça dans les villages d'enfants. En fait, c'est des modalités de prise en charge qui permettent d'écloisonner et d'accompagner l'enfant au-delà des règles. Et malgré tout, à l'heure des 35 heures, on a des candidats, on a des gens qui travaillent et qui sont présents. Donc voilà, juste pour vous donner 2-3 choses. J'entends en barrière ou en blocage, il y a
Tu as un peu insisté sur l'application de la loi, aussi sur l'accès au logement, finalement, c'est ça, c'est les deux blocages principaux, notamment avec le coût du foncier. Il y a le coût du foncier, et puis en fait, pour les jeunes sortants de la protection enfance, là on a créé un collectif, c'est pareil, pour accompagner, on a des mécènes on a enfin financé quelqu'un pour les accompagner au quotidien et qu'on revienne, parce qu'il y a ce droit au retour. Et on voit, quand on pose la question, les jeunes sont majoritairement en foyer jeunes travailleurs. C'est un des axes d'entrée. La question, c'est à chaque fois sur qui ils comptent, en fait. Et comment ils peuvent revenir avec ce droit au retour. Et on voit que ce n'est pas si simple que ça, d'aller ancrer ces jeunes qui ont 18 ans ou 19 ans, où il faut aller dans l'habitat et également avoir du travail. Et donc, voilà. Donc oui, c'est plutôt ça. Et en levier, j'ai noté le décloisonnement, notamment pour les jeunes et quelle que soit leur situation, et le cadre de travail évoqué avec le fait de pouvoir sanctuariser la possibilité de pouvoir travailler en continu. C'est bien ça ? C'est ça. Ok, merci beaucoup. Fratrie, sur les difficultés, peut-être une première question pour toi. Louis, c'était quoi tes difficultés pour trouver un logement ? Est-ce que c'était facile de trouver ce logement ? Est-ce que c'était compliqué ? Alors, pour trouver ce logement, déjà, il faut des sous, parce que mes collègues qui travaillent chez Fratrie, mes collègues qui travaillent chez Fratrie, il faut des sous. Et pour se loger en région parisienne, c'est cher. Et c'est pas facile. Peut-être que Louis, tu peux expliquer, avant d'être en coloc Fratrie, tu étais où ? Je vivais chez mes parents et moi, j'avais envie d'une coloc avec des jeunes normales, sans handicap, car la réalité, c'est aujourd'hui, il y a des colocs qu'avec des personnes en situation de handicap, et moi, je n'avais pas envie de ça. Et est-ce que dans ta recherche de logement, Louis, tu te souviens aussi, il y avait une autre chose qui était importante. En effet, il y a le sujet de l'argent. Est-ce que tu sais nous donner une autre chose ? C'est les accompagnantes de vie. Déjà, il faut les payer. C'est pas très bien payé. Et parce qu'avec les problèmes de l'argent, moi, je touche mes colocs avec handicap touchent la CAF. Enfin, moi, je touche la CAF et il y a certains qui touchent la CAF, les APL et la AH. Et moi, je touche que la CAF. Et c'est difficile. Peut-être du coup pour apporter un peu plus de contexte, merci beaucoup Louis pour tes réponses. Merci, Louis. C'est un bon résumé. En fait, quand on est en situation de handicap comme Louis, et qu'on a envie de vivre en milieu ordinaire, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait les financements publics aujourd'hui, ils sont tournés vers des collectifs. Des foyers de vie, des foyers d'hébergement, des habitats inclusifs, et malheureusement ils ne sont pas orientée directement vers la personne, ce qui lui laisserait beaucoup plus de liberté pour faire ses choix, avoir son bagage financier et pouvoir avancer tout au long de sa vie. Donc nous, chez Fratrie, en fait, on milite vraiment pour pouvoir redonner un pouvoir d'agir aux personnes concernées directement. Et sur deux axes principaux, il y a en effet le sujet du logement. À ce jour, une personne qui a un handicap, elle n'a pas d'aide spécifique pour se loger dans le parc privé. Elle pourrait avoir, en général, avec les ressources limitées qu'ont les personnes avec handicap, qu'elles aient une allocation adulte handicapé, qu'elles aient un travail à temps réduit ou un faible salaire, elles vont pouvoir avoir accès qu'à un logement dans un logement social. Or, on sait que déjà, il y a peu de logements sociaux par rapport à tout le parc de logements. Et puis, c'est plus compliqué pour une personne avec handicap d'avoir accès à ces logements-là. Donc, en fait, nous, on a une vision des choses, ça serait de revoir les APL, les aides pour le logement pour les personnes avec handicap, et de revaloriser ces aides pour qu'ils puissent plus facilement choisir leur logement. Et puis, du côté des bailleurs, pouvoir avoir des aides financières, comme par exemple une exonération de la taxe foncière pour faciliter le logement de personnes avec handicap dans du logement privé.
Et puis sur le côté de l'accompagnement dont parlait Louis, en fait, dans nos colocations fratries, il y a des accompagnants de vie qui sont salariés. On travaille notamment avec À l'Envie pour les recruter. Mais on voit que c'est un métier qui est formidable et qui est vraiment le cœur du réacteur chez Fratrie, ce métier d'accompagnant de vie. En revanche, c'est un métier qui est financé par la PCH et cette PCH, elle ne permet pas de les rémunérer correctement. Et du coup, on a des enjeux sur la pérennité autour de ces métiers-là. Donc, un de nos enjeux chez Fratrie, c'est de militer pour la revalorisation du crédit d'impôt service à la personne pour les personnes handicapées, pour qu'ils puissent mieux payer et mieux rémunérer du coup leurs accompagnants de vie. En réduisant par exemple le crédit d'impôt service à la personne pour les foyers les plus aisés sur des services de confort de 50% à 40%, ça nous permettrait en contrepartie d'augmenter le crédit d'impôt service à la personne pour les personnes avec handicap à 90% par exemple. Et puis, notamment pour les personnes avec handicap qui ont des faibles ressources. Et le dernier axe, ce serait peut-être de parler de cette aide financière de l'aide à la vie partagée qui finance les projets d'habitat inclusif. Malheureusement, c'est des aides qui diminuent ces dernières années. Il y a moins d'appels à projets qu'auparavant. Et ce que je pense serait vraiment innovant, ça serait de pouvoir flécher ces aides directement aux personnes pour qu'elles puissent avancer tout au long de leur parcours. Merci. Merci beaucoup, Louis et Clotilde. Je retiens qu'il y a vraiment une idée de donner le pouvoir d'agir aux habitants, notamment ceux porteurs d'handicap, que ce soit par la possibilité de choisir son logement et d'orienter des aides par les APL, de pouvoir avoir un accompagnement solide, bien rémunéré et notamment avec un fléchage un peu différent ou en tout cas un crédit d'impôt repensé en fonction de la typologie d'aide à la personne et l'AVP fléché pour donc tout ça se rejoint pour orienter vers la personne accompagnée. Merci beaucoup. Chantal, je me tourne vers toi. Pareil, même question. Qu'est-ce que tu identifies comme blocage? Je me permettrai de compléter aussi après. On est collègues chez À l'Envie, mais je veux bien que tu commences d'abord les blocages que tu identifies. Voilà, toi, tu compléteras par le côté habitat. Moi, c'est le côté terrain. Au secours, on n'a pas assez de professionnels de santé. Et c'est une catastrophe parce que si la personne qui a une maladie d'Alzheimer est chez elle et qu'on la met dans un nouveau chez soi et qu'on ne peut pas lui garantir de la mener le plus longtemps possible, on refait des ruptures de parcours parce que quelquefois on n'a pas le professionnel qu'il faut. Par exemple, dernièrement, il y avait un accompagnement fin de vie qui était faisable. La famille était là pour les auxiliaires aussi. Les formations avaient été là, mais on n'a pas pu le mener à bien parce qu'il manquait une infirmière pour poser une perfusion. On avait l'équipe mobile soins palliatifs. Il y a un panel énorme d'équipes mobiles. On est gâtés. Mais il manque des professionnels intermédiaires qui pourraient permettre d'aller vraiment jusqu'au bout. Ce matin, je me suis battue, j'étais très, très énervée, parce qu'une dame, on s'interroge, est-ce qu'elle va pouvoir rester là? Parce qu'il me manque des places, il n'y a pas assez de places en SIAD, service de soins infirmiers à domicile. Et donc là, on a besoin d'un binôme pour subvenir, pour aider les auxiliaires de vie. Et ça, vraiment, moi, ça me met en rage. Parce qu'on va faire une rupture de parcours chez des gens à qui on a dit, voilà, vous êtes chez soi. Et le pari d'être chez soi, on l'a. Les gens se sentent chez eux. Comme vous disiez tout à l'heure, au moment des fêtes de famille, il y a beaucoup de malades d'Alzheimer qui sont rentrés chez eux, mais l'évolution de la maladie a fait qu'ils étaient troublés chez eux. Ils ont demandé à leur famille, je veux rentrer chez moi. Et c'était chez À l'Envie. Donc, ils sont chez eux. Mais voilà, moi j'ai envie de me projeter, aller plus loin. Et on a les centres de ressources territoriales. Pourquoi pas faire appel aux EHPAD un petit peu pour nous prêter ces médecins coordonnateurs. Enfin, moi, voilà, je suis soignante. On ne va pas faire venir, on sait, de médecins, on connaît le problème. Mais on voit bien que dans une de nos maisons, on a un médecin généraliste qui vient une fois tous les mois et qui propose ses services aux personnes. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup moins d'appels au 15
parce que ça rassure les familles, parce que ça rassure les auxiliaires de vie, ça nous donne une sécurité et finalement on n'est plus dans l'urgence. Donc en fait c'est peu, on ne demande pas à un médecin, on reste non médicalisé, mais quand même on a une maladie évolutive. Et moi j'irais plus loin aussi sur les troubles de comportement, avoir des accès plus simples. Il y a des équipes mobiles, j'ai vu qu'il y avait une initiative sur Paris d'un réseau d'une équipe mobile pour les troubles comportementaux, et de pouvoir les traiter dans ces maisons, les apaiser aussi, pour éviter d'avoir aussi à faire trop tôt des orientations quand c'est possible de les garder. Voilà. Merci Chantal, je me permets de compléter. En tant que collègue chez Alenvie, c'est vrai que un habitat partagé, c'est un domicile, et le virage domiciliaire, ça marche si la médecine de ville ou les soins viennent au domicile. L'habitat partagé a pas mal d'atouts, puisqu'en fait, au même endroit, il y a plusieurs colocataires et donc potentiellement plusieurs patients pour un même médecin, pour une infirmière libérale, pour un SIAD. Donc globalement, c'est assez prometteur, mais voilà, pour pouvoir vraiment dépasser ou compléter le modèle existant, une maison Alenvie, c'est une alternative à l'EHPAD pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, mais ce ne sont pas des maisons médicalisées. Et donc ça marche si chacun prend sa part, y compris la médecine de ville. Et donc c'est vrai qu'il y a un besoin, on le sent sur les territoires, de coordination, peut-être d'engagement de centres municipaux de santé, peut-être d'engagement des SIAD ou des CCAS, de pouvoir s'engager sur ces projets. Oui, il y a aussi les centres de santé de territoire. Pendant le Covid, on a fait des allées verts, pouvoir détacher. Voilà, il suffirait que les médecins connaissent une fois les colocataires. Après, on peut utiliser la visio-consultation et tout ça mais on a besoin d'être soutenu, en fait. Et je complète, côté Alenvie, finalement, on constate un autre blocage dont Jérôme a un peu parlé, qui est globalement l'immobilier, avoir un habitat, ou même évoqué aussi par vous, Fratrie, des maisons en Ile-de-France, ça coûte cher, et on n'a pas toujours les bons investisseurs. Nous, ces dernières années, finalement, le développement a été un peu ralenti par le manque de disponibilité de ressources financières pour payer, acheter ces maisons, les adapter, mettre des ascenseurs. Et donc là-dessus, moi, une des idées qu'on a chez Alenvie, c'est d'imaginer un modèle de garantie bancaire qui pourrait être porté par l'État, porté par la CDC, comme c'est le cas aussi finalement dans le monde des bailleurs sociaux, pour ce type de projet, pour pouvoir rendre plus attractif ce type de projet pour les investisseurs qui ne sont pas légion. Il y en a, et on est soutenu. Mais voilà, ces projets, c'est des projets de petite taille, c'est des projets parfois un peu complexes. Et je pense qu'il faut pouvoir débloquer un potentiel, notamment financier. Et puis, dernier point, côté Alenvie en blocage, Fratrie, Clotilde, tu parlais de l'AVP qui pourrait être fléché individuellement. C'est vrai que c'est une bonne idée. Moi, j'ai une autre idée aussi sur l'AVP. L'AVP, aujourd'hui, c'est incertain. Et c'est assez difficile, en fait, en tant que porteur de projet, de ne pas être certain de si ce truc va avoir lieu ou pas. C'est assez génial, l'AVP. Mais parfois, après, je me dis, tiens, il vaudrait mieux être sûr que ça n'aura pas lieu. Au moins, on construirait des modèles sans AVP plutôt qu'un modèle d'incertitude où on ne sait pas si tel département va lancer un nouvel projet ou pas. Et donc, en tant que porteur de projet, en tant qu'entrepreneur même, cette incertitude pèse pas mal. Et donc, à la fois la délocalisation, enfin pas la délocalisation, la décentralisation, excusez-moi, de l'AVP avec le pouvoir des départements sur ce sujet-là est assez chouette, mais dans la pratique, ça fait des pratiques très différentes et donc assez difficiles voilà, à appréhender. Je m'arrête là, pardon pour Alenvie, c'était ma petite parenthèse où je me suis mis dans la table ronde. Je reprends ma casquette d'animateur et on continue, si vous voulez bien, sur ces blocages et comment les dépasser avec maintenant votre regard, les acteurs de l'immobilier. On peut recommencer par vous, Séverine, peut-être. Quel regard vous portez sur ces blocages dont on a parlé? Est-ce que vous-même, vous identifiez des blocages? Et comment vous pouvez-vous, bailleur social ou en tout cas acteur de l'immobilier, les aider nous aider à les dépasser ou les dépasser vous-même? Des blocages, on en a et un certain nombre. Comme vous le savez, il y a une succession de mesures qui est venue un peu chambouler nos modèles économiques ces dernières années.
Il faut savoir que notre rôle, on a un rôle majeur sur des enjeux sociétaux. On vient y répondre en faisant de l'adaptation, nous, en ce qui nous concerne, de l'adaptation en masse, qui a été complètement autofinancée. Je rappelle que lorsqu'on adapte un logement, que ce soit pour le vieillissement ou pour des personnes en situation de handicap, il n'y a aucune répercussion sur le loyer. Donc ça n'est pas dans ce modèle-là qu'on vient compenser nos investissements de fonds propres. Et pour autant, on a un rôle majeur puisqu'on est au plus près des habitants, on sait adapter, on sait agir sur le lien social en mettant en place des services, mais des services que nous finançons à 95%. Donc c'est de gros impacts financiers pour nous. Et on agit aussi sur l'autonomie. Et si je dois dresser, là je vais lire, parce que j'ai dressé une petite liste, puisque les freins nous avaient été, on en avait discuté en présentant cette table ronde. Donc les freins, évidemment, vous l'avez compris, ils existent. Pour moi, les financements, enfin pour nous, les financements sont insuffisamment fléchés vers la prévention et l'adaptation, parce qu'on s'inscrit quand même dans un rôle préventif plutôt que curatif. Il y a un cloisonnement qui existe entre le logement et le médico-social aujourd'hui. Et ça, il faudrait agir là-dessus. Des difficultés à valoriser les coûts évités parce que, enfin, on va entamer un travail là-dessus, mais il y a vraiment aujourd'hui, on vient remplir des rôles régaliens. Donc, il y a une économie des coûts cachés qu'il faudrait qu'on puisse, nous, aujourd'hui, mettre en lumière. Une absence d'indicateurs partagés. Nous, on a mis en place une stratégie, on a des indicateurs, etc. Mais on n'a pas d'indicateurs partagés pour pouvoir lever des droits d'alerte à certains moments. Pour le coup, l'idée, c'est sans ces freins-là, ça nous limite pour la préservation de l'autonomie. On réduit aussi la pression sur les EHPAD. On parlait tout à l'heure de logement intermédiaire. Il n'y a pas assez de mise en lumière. Aujourd'hui, on répond à un besoin entre je suis propriétaire, parce que c'est une grosse partie de notre clientèle, d'un pavillon des années 70 dans lequel je ne peux plus continuer à vivre. Et j'ai quand même une solution entre je vends mon logement et je pars en EHPAD. Il y a quand même il y a une petite quinzaine d'années, voire une petite vingtaine d'années, qui est possible en logement intermédiaire chez nous. On répond, nous, aujourd'hui, à ces enjeux-là, mais vraiment, le principal frein, et avec nos nouveaux modèles économiques et cette succession de réformes que nous avons eues, il y a des investissements qui vont être de moins en moins possibles. Et là, nous, on a vraiment, très clairement, l'enjeu, il est financier, en tout cas. Merci. Je vois vous tourner vers votre collègue Laure. Parfait. Vous pouvez continuer, Laure, avec votre regard, notamment réseau, des différents acteurs immobiliers que vous accompagnez, que vous accompagnez dans l'innovation. Alors, bien entendu, je partage tout ce que Séverine a dit, heureusement. C'est vrai que le logement social, ça permet d'accompagner en fait le parcours de vie des personnes, à la fois au moment où elles cherchent un logement, quand elles sont demandeuses d'un logement, et puis aussi quand elles souhaitent en sortir. Le bailleur social est là à toutes ces étapes, y compris pour adapter le logement quand la personne vieillit, quand la personne éventuellement est en situation de handicap, sans forcément que cette personne soit amenée à changer de logement. Et ça, c'est important aussi de permettre cette stabilité, voire aussi d'offrir un nouveau chez-soi. C'est ce qui a été évoqué à plusieurs reprises. Et ce nouveau chez-soi, ça peut être un autre logement social familial, mais ça peut être un logement dans un habitat inclusif ou dans un habitat partagé, etc. Il y a beaucoup de formes de logement qui existent. On n'a pas évoqué la place et la difficulté d'accompagner les aidants. Je l'évoque parce que, notamment en Cap Autonomie, donc on permet, on adapte des logements à des personnes en situation de handicap, et puis donc les couples notamment qui sont dans ces logements sont ravis, mais très souvent, on en a un des deux qui va aider l'autre, qui va l'accompagner et qui s'essouffle.
Voilà. Et donc, cette question des aidants qui est très forte dans le débat public, pour autant, on n'a pas tellement de solutions. Donc voilà, peut-être une piste à creuser, puisque c'est notre rôle maintenant d'évoquer des pistes à des freins que l'on peut constater. Aussi sur... Ce qui pêche un peu, c'est la multiplicité des formes d'habitat. C'est à la fois une chance, parce qu'on permet à chacun de choisir un habitat qui peut-être va lui convenir le mieux possible, mais c'est aussi très compliqué de s'y retrouver, et puis il y a aussi une multiplicité des financements qui vont avec. Et donc ça, voilà, c'est peut-être un champ à mieux coordonner. Je pense qu'il y a une coordination à améliorer. Et ça s'accompagne aussi d'un problème plutôt plus national, c'est-à-dire qu'on n'a pas de feuille de route au niveau national. On a parlé de la loi sur le grand âge qu'on attend depuis de nombreuses années maintenant. On n'a pas de lisibilité au niveau national, que ce soit en matière de vieillissement ou en matière de handicap. Et finalement, alors, il y a un côté positif, c'est que chacun va développer sa propre initiative. Donc, on a une multiplicité d'initiatives qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement stimulantes. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que on ne sait pas très bien vers où se tourner, qui finance quoi, etc. Et puis, je partage ce qui a été évoqué tout à l'heure aussi sur l'absence de pérennité de l'AVP notamment. Les bailleurs sociaux, ils ont tous construit un habitat inclusif et puis en fait, ils freinent un peu parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer dans les années à venir. Si jamais l'AVP s'arrête, qui va financer ? Donc, ils sont très frileux et on peut les comprendre parce que pour pouvoir se projeter dans le temps, pour pouvoir investir, il faut avoir une vue à moyen long terme. Voilà quelques-uns des freins, des blocages que je voulais signaler. Et quand même, juste pardon Séverine, je te passe le micro après. Je voulais dire que Delphis était partenaire d'un projet européen qui vient de commencer là au mois de décembre 2025. C'est un projet européen qui s'appelle Inhabit, qui réunit 8 partenaires dans plusieurs pays de l'Union européenne. Et l'objectif, c'est de promouvoir des solutions de logement inclusives pour les personnes en situation de handicap en renforçant les compétences et la coopération entre les acteurs du logement, des services et des autorités locales. Voilà, donc ce projet va s'étendre durant 3 années. Voilà. Donc, bien entendu, Delphis communiquera régulièrement sur les évolutions de ce projet. Et j'espère qu'on sera amenés à en reparler tous ensemble, pourquoi pas. Je voulais juste rajouter une chose dans les freins, et là, je vais me mettre du côté des usagers. Il y a une chose aussi, on développe tous, les bailleurs, du logement adapté, que ce soit pour des publics seniors ou en situation de handicap. On a un vrai problème de traçabilité, c'est-à-dire qu'en fait, on fait tous, chacun de notre côté, dans la France entière, de l'adaptation de logement. Il n'y a pas un endroit où nos usagers peuvent aller consulter une liste qui serait celle des logements adaptés pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap. Nous, on a mis en place un partenariat avec APF France Handicap pour la partie handicap, pour pouvoir répertorier sur nos territoires, celui de la Nouvelle-Aquitaine en tout cas, une traçabilité sur ces logements. Mais ça, pour les usagers, ça peut vraiment, cette mise en visibilité de cette offre pourrait être un vrai, en tout cas une vraie aide. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions toutes les deux. Je retiens, j'ai mis quelques mots. Être au clair sur le financement, sur la feuille de route, que ce soit la VP ou le projet. Et je retiens notamment ces dernières idées aussi sur la coordination entre acteurs et faire connaître ce que font les différents acteurs. Merci beaucoup. Delphine, oui. Côté CDC, quel regard Déjà, je partage un peu la plupart des constats qui ont été faits. Il y a pas mal d'enjeux en réfléchissant à la question, mais moi je me suis focalisée sur 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est le défi de l'investisseur immobilier. Et là, je vais prendre ma casquette financière et ma casquette d'investisseur immobilier. L'immobilier, ça coûte beaucoup d'argent et le coût de l'immobilier a en plus augmenté ces dernières années, comme vous le savez.
avec la hausse des taux d'intérêt, avec donc des coûts de plus en plus importants. Je sais qu'on a fait un observatoire où en termes de réhabilitation, c'est plus 60%. Et un investisseur immobilier, qu'est-ce qu'il veut? Généralement, il investit un peu l'argent des autres. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est souvent le cas, que ce soit des bailleurs sociaux, puisqu'on investit sur la base du livret A. Et on investit donc l'argent des Français qui attendent un rendement et on est responsable de cet argent qui est investi. Et je pense que pour d'autres fonds, des fonds privés, c'est également on investit de l'argent et de l'épargne. Et donc avec un rendement qui est attendu sur cet argent qui est investi en faveur de l'immobilier. Ce qui veut dire que c'est des montants importants, ce qui veut dire qu'en tant qu'investisseur immobilier, on s'attache à des solutions qui doivent être pérennes dans le temps. Et donc ça, c'est important de le savoir, c'est qu'on va aller analyser les projets et on est des investisseurs immobiliers au service d'un projet. Donc un projet qui doit correspondre aux attentes des gens, des attentes des personnes et aux besoins des personnes. Alors on a vu avec la loi Elan et tout ce que vous avez dit aussi, c'est que ça coche bien, en tout cas tout ce qui est habitat partagé, ça coche bien cette notion d'attente, d'inclusion, et pas être en étant sur des ensembles plus petits, plus inclusifs, au lieu d'être dans des ensembles beaucoup plus larges. On a vu se développer ces dernières années beaucoup de résidences senior service très larges, 250 logements. On se rend compte, on y revient un peu, parce qu'on se rend compte que c'est pas vraiment... ça ne correspond pas vraiment aux attentes. Cela étant dit, ça peut fonctionner dans certains cas, mais pour pouvoir finalement sortir du logement pas cher, on est obligé de mutualiser. Et donc, mais ça ne correspond pas aux attentes. Donc nous, c'est important d'être vraiment sur des solutions d'un projet auquel on croit, et on croit qu'il va être durable dans le temps. Et donc ça, c'est très important pour nous. Et je rejoins les questions aussi de l'AVP, parce que l'AVP, c'est une incertitude aujourd'hui de savoir est-ce qu'on va investir, est-ce que ça va être là, est-ce que ça ne va pas être là. Et l'AVP, c'est aussi clé parce que ça finance une partie de l'offre de services. Vous avez parlé des professionnels. Les professionnels qui accompagnent ces personnes fragiles ont besoin d'être payés, d'être justement rémunérés. C'est des métiers qui sont assez difficiles, surtout quand on touche des personnes de plus en plus fragiles en perte d'autonomie. Je pense que chez Alenvie, vous avez des populations qui sont particulièrement fragiles. Et donc, il faut bien rémunérer ces personnes-là. L'AVP, l'incertitude sur l'AVP, c'est quelque chose d'assez rédhibitoire pour nous, investisseurs immobiliers, en se disant qu'est-ce qu'on fait, combien ça va être. Et puis derrière, s'il n'y a pas l'AVP et si on veut bien rémunérer les personnes, ça veut dire des tarifs pour les résidents extrêmement élevés. Et est-ce qu'ils vont être au rendez-vous? Et donc, est-ce que ça va marcher in fine? Donc voilà, c'est un peu la boucle là-dessus. L'autre chose, et je sais que c'est un débat aussi, c'est que dès qu'on touche des personnes fragiles, alors c'est un débat entre nous et entre moi et les exploitants, et je vais avoir un voisin pas très content, c'est le risque d'image. On investit dans l'immobilier et quand on investit auprès notamment des EHPAD, et on l'a vu avec la crise Orpea, quand on est investisseur immobilier, quand il y a un risque d'image et quand tout touche la personne fragile, il y a un risque d'image et il y a un risque de maltraitance. Les habitats partagés, on se dit, c'est des plus petits collectifs où il y a des familles qui sont là, mais il y a quand même un risque d'image. Et là, il y a des articles récents que j'ai lus sur une structure privée qui fait des habitats partagés en zone rurale. Eh bien, il y a quand même des articles sur des risques de maltraitance. Et ça fait partie du risque de l'investisseur immobilier qui doit appréhender. Et donc, pour ça, il doit être rassuré avec un certain nombre de règles, de dispositifs. Et je sais que ça accroît la complexité, qu'on ne veut pas faire de ces habitats des institutions et qu'on veut que ça reste des domiciles, donc avec aussi sa part de risque. Et c'est un débat qu'on a, je pense, dans le cadre du think tank, en disant quelle est la part de risque, comment on accepte cette part de risque. Mais nous, les investisseurs immobiliers, j'en vois certains dans la salle, on a besoin d'être rassurés et d'avoir des règles par rapport à ça et de s'assurer qu'on va investir sur un opérateur qui aura pris toutes les précautions et pour éviter ces risques-là. Alors, c'était le premier enjeu, le défi bon, je pourrais continuer, mais je vais limiter ça sur les défis de l'investisseur immobilier.
Le deuxième sujet que je voulais aborder en tant que défi d'investisseur immobilier, mais cette fois pour rendre plus accessible, hein, parce que c'est un enjeu aussi, c'est l'offre sociale. Donc j'ai des collègues bailleurs sociaux et moi j'ai la particularité de pouvoir investir sur les différents véhicules. Mais aujourd'hui, plus on va sur des petits collectifs, ça veut dire que aussi les services sont partagés sur moins de personnes et donc ça coûte plus cher. J'ai eu l'occasion de visiter des colocations à l'Envie, j'en ai visité beaucoup. On a monté un certain nombre de projets, mais qui se comparent dans certains cas, alors soit à des EHPAD, soit à des résidences autonomie et des résidences sociales. Ça dépend du projet, ça dépend du modèle. Il y a un modèle pluriel, mais ça reste quand même une offre qui est, je devrais dire, relativement chère. Alors, il y a l'AVP qui permet de diminuer le coût, mais il y a aussi une recherche d'aller sur un coût plus réduit en recourant aux financements sociaux et au logement social. Et donc, nous, on aimerait en faire. Les bailleurs sociaux en font, mais ils en font de façon, j'allais dire, au compte-gouttes, parce que c'est extrêmement difficile de sortir un projet en social. Il y a une multitude d'intervenants, que ce soit les départements, l'État, les ARS, avec chacun des règles différentes. En fonction des territoires, il peut y avoir des interprétations complètement différentes. On le sait pour la VP, mais alors aussi, c'est vis-à-vis qualifier telle ou telle solution. Est-ce qu'il faut des solutions où l'habitat partagé, c'est 8 à 10 résidents et pourquoi pas, dans certains cas, ça peut être 30 aussi, parce qu'il y a des formes d'habitat qui sont un peu moins serviciels, mais qui sont tout aussi avec des services communs qui sont adaptés pour des personnes qui sont un peu moins en perte d'autonomie que d'autres. Et donc, il faut pouvoir avoir cette variété d'offres, cette offre un peu plurielle et faciliter les opérations en social. Et c'est vrai que nous, c'est un défi parce que moi, j'aurais adoré cette expérimentation du développement massif de l'habitat partagé en social, mais c'était impossible. Pour monter un projet, il fallait 3-4 ans, je ne sais pas combien de temps vous avez mis, et à force de courage derrière, d'aller voir les autorités, il y a toujours quelque chose qui ne va plus. Et donc, on a vraiment besoin d'une simplification des règles du social pour pouvoir développer et massifier et développer cette offre en social, ce qui rendra finalement l'accès plus accessible. On a fait des calculs, nous, sur notre modèle d'habitat partagé assez intégré de colocation senior. On s'est rendu compte qu'on était capable, susceptible avec l'AVP et en social, d'avoir, et restauration comprise, un tarif en région parisienne à 1 200 € par mois et par résident, uniquement en social. Mais il a fallu des mois et des mois pour batailler et on n'est pas sûr de pouvoir le dupliquer. Et enfin, le dernier sujet et l'enjeu majeur, je pense, pour nos bailleurs, ça va être de massifier. Et là on en revient, alors je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que vous l'avez déjà dit, c'est l'hétérogénéité, je vais y arriver, en fonction des territoires, les interprétations très différentes, qu'est-ce que l'habitat inclusif. Il y a aussi le fait que en social, on a souvent aussi des initiatives qui sont individuelles, parler de porteurs de projets, mais c'est des porteurs de projets qui vont faire dans une région, et nous on voudrait pouvoir le faire partout, et avec des mondes qui sont finalement assez cloisonnés entre le monde privé et le monde social et associatif. Et il y a une barrière et une muraille de Chine où les gens ne se parlent pas, se regardent de travers, sont défiants les uns avec les autres, et il faut qu'on arrive finalement à alléger tout ça, à permettre peut-être à des acteurs privés type ESUS à aller entrer dans le champ social, garder quand même une protection du monde associatif parce qu'il est clé et il est fondamental, il tient beaucoup, mais arriver finalement à avoir des opérateurs qui peuvent investir sur le champ social pour développer et essaimer cette offre au plus grand nombre. Merci beaucoup Delphine. On termine par toi Ingrid, notamment avec t'as un regard où tu accompagnes les porteurs.
voilà, où tu connais bien, tu as une idée un peu 360 de ce qui se passe. Si ça te va, en quelques minutes, comme ça nous laisse le temps de prendre les questions de la salle. Quel est ton regard sur tout ce qu'on s'est dit ? Alors, juste avant de répondre à ta question, Clément, juste rebondir sur ce que vient de dire Delphine, parce que c'est vrai je voulais signaler qu'il y avait un groupe de travail national piloté par l'USH qui réunissait des bailleurs sociaux et des gestionnaires, justement, et qui réfléchit à cette question de l'articulation, finalement des contraintes et des engagements que chacun peut apporter dans ce développement. Et voilà, donc il est... Voilà, et donc voilà, ça devrait sortir là, sur le premier trimestre. On devrait justement avoir des avancées sur cette question-là, donc pilotée par l'USH. Je voulais juste revenir avant ce 360, peut-être juste revenir sur la thématique qui est l'innovation sociale, la thématique de la table ronde. Peut-être pour dire qu'on était à un moment où finalement l'habitat partagé se présentait comme une vraie innovation sociale, dans le sens où, pour moi, il s'affirme vraiment comme une troisième voie à part entière. C'est vrai qu'on a parlé du domicile historique, hein, voilà, je veux revenir chez moi, et on a parlé des EHPAD, et je pense qu'on n'est plus dans le nini. On voit qu'il y a une vraie utilité sociale à ces habitats, et que l'habitat partagé, l'habitat inclusif doit s'affirmer comme une vraie voie, une véritable troisième voie à part entière. Revenir juste sur deux notions importantes du fait que ces habitats constituent une innovation sociale, parce qu'on peut se dire finalement il y a plein d'expériences qui se sont faites depuis très très longtemps, bien avant la loi Elan de 2018, mais là on est vraiment sur une notion d'innovation à mon sens pour deux raisons. La première, c'est que le fait que ces habitats finalement assure une notion de personne collective, d'être pluriel qui est constitué par les habitants. Et donc ça rejoint ce qui a été porté dans le cadre du Conseil d'État, hein, la possibilité de choisir à plusieurs, notamment ces services, la question c'est par rapport à la requalification des habitats, et le fait que les habitants ont un pouvoir d'agir, un pouvoir d'autodétermination de façon collective. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Donc pour moi, ça constitue vraiment un premier pan de l'innovation sociale de l'habitat API. Et puis le deuxième, qu'on a évoqué aussi en filigrane dans les différentes interventions, c'est ce nouveau métier qu'on appelle porteur 3P, hein, porteur du projet, porteur du projet de vie sociale et partagée, qui fait vivre finalement ces habitats au quotidien et qui demande à être davantage finalement reconnu, soutenu, développé. Alors on a parlé de l'AVP, mais plus largement, je pense que ce rôle de porteur 3P, il est nouveau et on n'en est qu'aux prémices de son développement finalement, parce qu'il implique un certain nombre de compétences, que ce soit dans les fonctions support que porte lui-même le porteur de projet, que ce soit dans le métier d'animatrice-coordinatrice, qui est un métier en construction et qui a vraiment besoin de reconnaissance. Donc, et on voit que ce porteur 3P, il mène une vraie démarche d'utilité sociale en permettant à cette personne collective d'exister. Et donc cette articulation, on est vraiment en chemin vers le développement de cette innovation sociale. Alors, pour aller sur la partie plus large, Clément, par rapport à ta question, et sur la partie levier, par rapport à ce qui s'est dit, je pense que le premier point, ce serait une nouvelle impulsion politique. Je pense que on en a parlé, de loi grand âge, et bon voilà, le plan grand âge qui est en attente, mais globalement, la loi Elan date de 2018, hein, donc ça fait quand même déjà 8 ans. On voit qu'il y a eu un vrai élan à sa suite, mais là, on est un petit peu sur un palier. Donc je pense qu'on aurait besoin d'une nouvelle impulsion politique au niveau national, avec un pilotage national. Et bien sûr, une animation en lien avec les territoires. Hein, on a parlé des conseils départementaux qui ont le pilotage de cette politique. Alors, il y a des progrès à faire au sein des conseils départementaux et au sein plus globalement de la politique de l'habitat inclusif, de faire des passerelles, je le redis, mais c'est très très important entre le logement et l'autonomie. Hein, on a encore trop tendance à travailler en silo et on est sur des politiques qui doivent complètement se parler. Donc cette impulsion politique et ce pilotage national, pour moi, il est vraiment essentiel comme point de départ. Ensuite, on a le volet de la sécurisation juridique, hein, qui est aussi important, dont on a parlé. Alors, il y a eu l'avis du Conseil d'État. Maintenant, c'est un avis.
Donc, quelle sera la suite? Quel sera le cadre législatif et réglementaire qui permettra la mise en œuvre de des différents points de cet avis, hein, qui sont nombreux, vous l'avez constaté comme moi. Donc, notamment pour une clarification, on en a parlé, hein, des différentes formes d'habitat partagé compatibles avec la notion d'habitat inclusif, comme un logement de droit commun, parce que parfois on s'y perd et on ne sait plus trop de quoi on parle. Donc, une simplification dans ce cadre-là. Le troisième point, peut-être que je vois, c'est la proposition de modèle économique viable. Hein, on l'a parlé avec les différents montages et les soutiens financiers sur le long terme. Alors, à la fois en investissement, on en a parlé avec Delphine notamment, et vous, et puis à la fois en fonctionnement avec l'AVP, hein, comment on arrive à avoir de la visibilité sur ce point-là aussi, pour une accessibilité au plus grand nombre. Hein, c'est vrai que l'accessibilité financière, et notamment le travail sur le reste à charge pour les habitants, il est très important. Alors, il y a une mission, hein, copilotée par l'IGAS et l'IGED qui est en cours, qui a déjà pas mal avancé sur le volet résidence autonomie en fin d'année dernière. Et là, la partie sur l'habitat inclusif est attendue pour la fin février. Donc voilà, on espère aussi qu'on aura... Alors moi, j'aime pas trop parler de modèle, parce que on pourrait croire qu'on pourrait dupliquer à l'identique. On est plutôt sur des types de montage et avec un panorama de solutions, finalement, un panel de solutions qui peut être à la disposition des investisseurs, des porteurs de projets, et qui fait qu'on pourra piocher finalement dans ce panel des formes d'habitat qui correspondent le mieux au territoire et aux besoins des habitants sur ce territoire. Et puis enfin, le dernier point, je pense qu'il est important, c'est on l'a évoqué, hein, le volet personnel, le volet, la reconnaissance et la professionnalisation de ces métiers, qu'ils soient de l'aide à domicile, qu'ils soient un métier d'animateur, coordonnateur, qui permettent à ces habitats de vivre et de pouvoir se développer, puisque c'est l'objectif de notre association, de soutenir le développement. Et donc, je pense que dans ces temps-là, on doit continuer à expérimenter, à quand même aller de l'avant. On voit qu'il y a des choses qui se font, des labels, des différents types d'habitats. Donc, je pense que tous ensemble, on est bien armés pour continuer à expérimenter et à faire en sorte qu'il y ait de nouveaux jolis projets qui servent un maximum d'habitants. Merci beaucoup pour ton enthousiasme, Ingrid. Il nous reste 10 minutes tout juste. Ça peut être le moment de prendre des questions dans le public, si vous en avez, avant de terminer cette première table ronde. Bonjour, Pascal Forcioli, je suis membre du Haut Conseil de la Santé publique. J'étais très intéressé par votre table ronde, bien évidemment. Et puis, j'ai également une expérience en tant que directeur d'hôpital et directeur d'établissement de santé mentale. Tout ce que vous évoquez m'évoque la difficulté de l'intersectorialité dans notre pays. Depuis des années, on souffre et on dénonce le cloisonnement entre le sanitaire et le médico-social et le social. Et là, vous rajoutez un cloisonnement avec le logement. Donc, il me semble que puisqu'on est ici pour essayer de trouver des solutions, il faut en appeler à des solutions intersectorielles et avec des projets qui ne soient plus verticaux, mais qui soient pensés en transversalité. Voilà, vous faites le geste, merci. Au niveau global et aussi au niveau local. Donc il faut à la fois penser global et agir local, avec ce souci d'intersectorialité, de transversalité. Et moi, je rêverais quelque part qu'il y ait... à l'image de certaines planifications, un projet territorial d'autonomie, grand âge, handicap, qui mobilise les différents acteurs qui peuvent être concernés, et vous en êtes ici, notamment les acteurs du logement, mais aussi les acteurs du social, du médico-social et du sanitaire. Parce que l'adresse a publié récemment un baromètre qui indique que je crois que c'est 74% des Français qui n'ont pas envie d'aller à l'EHPAD. Bon. Ils étaient 53% en 2001, donc on voit quand même qu'il y a une nette progression. Ce qui veut dire que ce modèle-là ne correspond plus aux attentes des personnes qui sont en vieillissement, qui sont en situation de handicap, ou qui peuvent être des personnes handicapées vieillissantes, ou qui peuvent être des personnes atteintes de troubles psychiatriques vieillissantes. Et donc, par conséquent, on voit bien qu'il y a nécessité d'inventer un nouveau modèle, et vos témoignages, avec vos expériences, en sont des belles illustrations de ce qui pourrait être fait.
Parce qu'aujourd'hui, on est sur peu d'initiatives. Il y a 10 000 à 15 000 places en habitat inclusif partagé. Il y en a 700 000 du côté institutionnel. Donc on voit bien le gap à franchir. Et ce gap-là ne pourra être franchi que si on a effectivement d'autres politiques au niveau local, mais aussi si on a un accompagnement des personnes, parce que ce que voudront faire, je pense notamment aux personnes qui sont dans les villages Alzheimer ou les maisons Alzheimer, elles ont envie de rester jusqu'au bout dans cet habitat pour éviter à nouveau les ruptures de parcours, dans le parcours de vie de la personne. Et donc ça suppose qu'on puisse mobiliser aussi les acteurs du sanitaire, les équipes mobiles gériatriques, les équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé, les équipes mobiles de soins palliatifs. Voilà ce que je voulais apporter à vos débats. Oui, je voudrais juste réagir à ce que vous dites sur les EHPAD, parce que les EHPAD sont très décriés aujourd'hui, et s'il y a eu des scandales envers les EHPAD, on n'en crée plus. On va avoir une augmentation de la population et la population en perte d'autonomie dans une situation de perte d'autonomie massive qui va augmenter de façon très significative. Et je pense qu'on a un champ effectivement de développer des habitats un peu intermédiaires, comme le dit Adrien, c'est-à-dire entre le domicile historique et l'EHPAD. Mais l'EHPAD est quand même un lieu qui restera et qui est nécessaire, qui a été créé aussi parce qu'il y avait une nécessité de mutualiser des services et de le rendre accessible. C'est peut-être très cher aujourd'hui, mais en fait, il y a un accompagnement tout compris, et que si aujourd'hui on crée des habitats de plus petite dimension, c'est des services qui sont moins mutualisés et qui vont coûter beaucoup plus cher. Donc dans un enjeu et en fonction finalement de l'état de santé des personnes et du niveau d'autonomie, on ne pourra pas se passer des EHPAD. Il faut peut-être les repenser pour que ce soit des lieux d'habitat ou des lieux où les gens se sentent bien. Mais ces EHPAD, ils sont indispensables pour la prise en charge des personnes les plus fragiles, avec des GIR de 1-2. Ce sera quand même difficile, même s'il y a des initiatives, et je sais qu'Alenvie travaille sur les questions d'Alzheimer, mais ces habitats, ils seront nécessaires et ils doivent être, à mon sens, revalorisés aussi, parce qu'on en fait une image qui est extrêmement délétère. Je pense que les gestionnaires d'EHPAD, aujourd'hui, ils ont pris un peu le mouvement. En tout cas, moi, je le constate, c'est-à-dire que quand on voit des gestionnaires d'EHPAD, il y a des EHPAD qui se repensent à travers l'habitat inclusif qui a été développé, en faisant certainement des maisonnées entre eux. Mais il ne faut pas les mettre de côté et les enlever. Parce que le risque derrière, c'est que dans les habitats partagés, s'il n'y a plus assez d'EHPAD, c'est que ça aille, et vous l'avez dit très bien dans le parcours, c'est que ces personnes restent à l'hôpital. Et donc soient encore plus dans une institution, alors qu'ils relèvent davantage du médico-social. Ce que tu dis, Delphine, c'est sur la question peut-on durablement dépasser les modèles existants, c'est parfois aussi les compléter et pas nécessairement les dépasser. Il y a une autre question là-bas, je vois. Oui. Bonjour, Frédéric Boudet, LISA, foncière solidaire agréée ESUS, crée des habitats inclusifs pour personnes âgées Alzheimer avec notre partenaire Synergie. Alors j'ai 4 sujets. Il y en a un où je voudrais rassurer sur la question de réseau. Nous, nos habitats inclusifs sont faits en lien de proximité avec les communes et le réseau de santé. Donc, au contraire, on a les infirmières, les médecins, les kinés qui veulent venir travailler dans nos habitats inclusifs. On a même des candidatures et ils sont impatients qu'on ouvre des prochains habitats inclusifs parce qu'ils veulent venir travailler dans ces habitats. Donc, il y a vraiment une amélioration. On a des conventions avec l'accueil de jour. On a vraiment développé tout le réseau de proximité sur le parcours de santé de la personne. Donc là-dessus, l'habitat inclusif prend toute sa part dans la création de ce réseau local, territorial. Le deuxième point, pour faire ça, c'est énormément de travail. De créer des liens, de créer du réseau, c'est énormément de travail. Donc ce que vous évoquiez, il y a le risque de l'AVP. Île-de-France, 8 départements, il n'y en a que 3 qui ont lancé un appel à projet AVP cette année. Donc c'est un risque que sans AVP,
en tout cas pour nos modèles d'habitat partagé pour personnes Alzheimer, sans animatrice, coordinatrice, ça ne peut pas fonctionner. Donc on va encore perdre du temps, on va encore attendre. L'habitat inclusif, c'est un modèle disruptif. Donc il faut arrêter de vouloir poser un modèle qui n'a pas fonctionné, d'EHPAD ou qui ne fonctionne pas, de résidence-service senior, et demander des taux de rendement et des modèles d'aménagement à l'habitat inclusif. C'est un modèle disruptif. Les gens, 83% des gens veulent rester habités chez eux. Donc il faut leur proposer un modèle d'habitat comme chez eux. Et pour ça, il faut être au plus près de leurs besoins. Donc nous, on est sur le Grand Paris. Évidemment, c'est des grandes maisons qui sont chères. Mais si c'est cher, on va les revaloriser. Donc, il n'y a pas, finalement, le rendement va être en fonction de la valorisation qu'on va faire de la maison. Donc, il faut juste attendre. Et le logement social a mis 30 ans à changer de modèle, de passer des grandes barres HLM en grande banlieue à faire des petites unités en centre urbain proches des quartiers commerçants. J'espère qu'on n'attendra pas 30 ans parce que sinon on va avoir 2-3 générations de personnes âgées qui vont décéder dans d'atroces conditions. Merci. Alors, je vais juste réagir. Le rendement, comme je vous l'ai dit, on investit de l'argent qu'on nous confie, que ce soit il y a le champ privé, il y a le champ social. Le champ social, les règles sont très claires. On investit sur la base du livret A à très longue durée. Il n'y a pas de revalorisation derrière puisqu'on investit, nous, notre parc, et j'ai un parc qui a été construit par CDC Habitat il y a 50 ans et on ne fait pas de plus-value. Donc c'est bien une notion de rendement derrière et il faut rémunérer les fonds qui ont été apportés. Donc c'est vraiment une question de rendement. Dans la sphère privée, ça dépend de la localisation, ça dépend du projet. On accompagne un projet, l'investisseur immobilier est dans le médico-social, et je suis un certain nombre dans la salle, on investit un projet, on n'est pas aujourd'hui sur des systèmes de plus-value, et en fait, les arbres ne grimpent pas au ciel, j'ai tendance à dire, et donc il faut avoir un projet pérenne. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des rendements raisonnés, et donc on rémunère le risque, l'argent a un coût, il y a une prime de risque, et ça doit être ce rendement-là. Mais se dire on va aller en dessous, alors dans certains cas, je me retourne vers Fratris, parce qu'eux sont allés chercher des mécènes, mais ça ne peut être que du mécénat, et ça ne peut pas être des solutions qui vont se massifier de façon... se massifier, puisque ça dépendra de la bonne volonté de tel ou tel mécène. Et il faut qu'on reste, et on est obligé de rester dans un système économique qui fonctionne de cette façon-là. Merci Delphine. Ingrid a envie de réagir juste avant. On arrive après à la fin, donc j'invite tous les intervenants et après on prendra une ou deux dernières questions sur un format court. Je laisse Ingrid réagir. Je t'en prie, je vais faire court, effectivement. Je voulais juste insister parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé pour le moment. On a parlé de l'investissement, on a parlé du fonctionnement avec l'AVP. On n'a pas assez parlé du besoin en ingénierie, de soutien à l'ingénierie. Ce sont des projets qui, effectivement, sont souvent complexes, qui font appel à un ensemble de parties prenantes. On essaie de désiloter, on essaie de travailler tous ensemble et bien sûr d'y impliquer les habitants avec tout le volet assistance à maîtrise d'usage pour faire en sorte que les futurs habitants s'expriment dans le cadre de ces projets. On ne fait pas pour eux, on fait avec eux. Donc tout ce besoin en ingénierie, à la fois pour le porteur, pour l'aider à monter, en moyenne on est sur 4 à 5 ans sur l'émergence d'un projet d'habitat partagé. Donc ça demande de la ressource sur le long terme. Donc voilà, je pense que vraiment, je voulais réinsister sur ce besoin d'accompagnement des porteurs de projets, ce besoin de soutien à l'ingénierie, à la fois pour le porteur et à la fois pour intégrer les habitants qui seront les premiers concernés. Monsieur. Oui, bonjour, Thierry Roussel. Alors moi, j'ai vendu une société que j'ai montée qui s'appelait Senior Adam à Vives et à Corian, il y a 6 ans maintenant. Donc je connais un peu la silver economy et je me suis rendu compte d'une chose dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui. On parle beaucoup de prix, de coûts d'accès pour les personnes âgées. Il y a un vrai sujet que j'appelais le phénomène des divorcés des années 80. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a encore des parents qui ont des enfants qui s'occupent d'eux. On commence à voir de moins en moins de familles qui s'occupent de leurs parents. Dans un divorce, s'il y en a un qui s'en va,
Souvent, les enfants vont moins s'en occuper. Et puis, les enfants, aujourd'hui, ils ont 65, 70 ans. Et ils sont eux-mêmes en position de retraités ou de chômage. Et en fait, c'est un phénomène dont on n'a pas parlé. Mais si on n'arrive pas à avoir un coût accessible dans l'habitat des personnes âgées, Madame Mazet, vous parliez tout à l'heure de comprendre les coûts évités. Ce qu'on essaye de faire avec Adrien, parce qu'on travaille avec Adrien Taquet sur l'autisme, et on a le même sujet sur l'accompagnement des enfants autistes. On vient de lancer une étude, enfin on a publié une étude sur les coûts cachés de l'autisme et justement sur tout ce qui n'est pas pris en compte aujourd'hui. Il y a un vrai sujet sur les personnes âgées. Moi, j'avais des clients qui avaient 3, 4 enfants, aucun aidant. Ils recevaient la boîte de Mon Chéri à Noël, la cravate pour l'anniversaire, les photos des petits-enfants accrochés sur le mur, mais rien d'autre. Et ça, c'est un phénomène qui est en train de s'accentuer. Alors, il y a les divorcés, puis il y a les séparés. Et c'est un vrai phénomène qu'on va vivre de plus en plus. Et si on voit les choses comme on les voyait il y a encore 10 ans, où des aidants familiaux sont prêts à participer au financement des maisons de retraite ou des EHPAD de leurs parents, on va aller vraiment dans le mur. Donc, il y a des systèmes dont on n'a pas parlé, notamment le béguinage, qui est un système que je trouve assez intéressant, alors qui n'est pas en centre-ville souvent. Mais voilà, moi, le point pour moi important, c'est être capable aujourd'hui de réfléchir les budgets correctement, être capable de comprendre quels sont les coûts évités pour les hôpitaux, pour les hospitalisations, pour toutes les personnes qui finissent des mois à l'hôpital plutôt que de finir tranquillement chez eux. Si on n'est pas capable de regarder tous ces coûts évités, on ne va pas être capable d'avoir un vrai modèle économique dans le futur. Merci beaucoup. Séverine va répondre. On ne pourra pas prendre d'autres questions, malheureusement. On pourra continuer les échanges après, à la pause ou après tout à l'heure. Je suis désolé, j'essaie de gérer le timing. Séverine, tu voulais réagir? Juste préciser qu'on a beaucoup parlé d'habitat partagé, mais il faut savoir quand même que chez un bailleur social, on n'est pas du tout sur ce modèle-là. Hein. C'est-à-dire qu'on fait de la création d'habitat adapté dans le diffus. C'est-à-dire qu'on est en intergénérationnel et absolument pas sur ces modèles. Donc il y a effectivement, on fait habitat inclusif, il y a effectivement, on peut avoir des opérations qu'on fait très peu pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer, mais on a un réel sujet financement à intégrer dans nos modèles de gestion courante où on doit placer de l'habitat pour répondre aux plus nombreux et qui ne sont absolument pas sur des structures dédiées, mises en gestion. C'est pour ça je voulais faire quand même ce petit marqueur. Et en complément, j'entendais Ingrid aussi qui disait que l'habitat partagé ou l'habitat intermédiaire, c'était aussi la création de collectifs. Donc pour les personnes seules qui s'éloignent de leur aidant, c'est aussi l'occasion de créer d'autres formats de collectifs et de partage. Pardon, je me permets. On arrive à la fin, vas-y. Pour les habitants et avec les familles aussi, parce qu'on est qu'elles se raréfiaient. Mais on va, par exemple, notamment dans les colocations Alzheimer, parce qu'on a fait un focus dans notre mesure d'impact social, mais on voit que l'implication des familles, elle n'est pas finalement que pour son parent, que pour son proche. Il y a une forme de solidarité qui se crée. Et voilà, je pense qu'on peut vraiment recréer des modèles solidaires dans ces habitats. Merci beaucoup pour ce temps. J'ai vu qu'Adrien, tu prenais beaucoup de notes. J'espère que tu as noté toutes les propositions pour dépasser nos blocages. En tout cas, merci pour votre intérêt et questions et commentaires aux uns aux autres et au public.